S'il vous plaît, on continue. Cette table ronde a été intitulée « Vivre et désirer ». Elle est venue quand on s'est rendu compte, quand le comité scientifique s'est rendu compte qu'il y avait des décalages entre ce qui était souhaité et ce qui arrivait sur les Anime Awards. Les Anime Awards, on va en reparler tout à l'heure, mais on disait d'illustrer les paroles de Balavoine qui remplacera le besoin par l'envie. Et c'est vrai qu'on a eu 42 projets, mais quand on tombe sur des projets qui commencent par une liste de 9 besoins différents, et ensuite on construit le projet à partir de 9 besoins différents, c'est pas une illustration de passer du besoin à l'envie. Donc on s'est dit, il va falloir réexpliquer ça, rééclairer ça avec des regards différents. Donc on va avoir le regard d'une psychologue, Florence Serio, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux et en particulier à l'IUT Carrière sociale et animation. Une intervention sur l'expression de ses envies avec quelqu'un que vous connaissez, Richard Vercotteren, sociologue, qui vient de Nantes. Et puis ensuite, une troisième intervention sur le rôle de l'animateur dans l'expression de ses envies et dans les réponses que l'on peut apporter. Ça va être des interventions courtes, pour nous laisser du temps à des réactions, et les réactions, on les fera à la fin de cette séquence. On commence. Florence, merci d'être venue, c'était pas très loin pour vous. Non. Mais je sais, vous allez me dire que les difficultés de circulation à Bordeaux, voilà, hein, on entend ça tout le temps. Hein, donc merci d'être venu. Et puis, quelle différence entre besoin et envie? Grande question. Merci, merci aux organisateurs du CNAG de m'avoir proposé de participer à cette table ronde, Vivre et désirer. Donc. Alors, quelle différence entre besoin et envie? J'ajouterai bien sûr désir, puisque c'est la thématique principale de la table ronde. Donc, au cours de cet exposé, vous allez le voir, je vais faire référence à la toute première relation de la vie, c'est-à-dire la relation bébé-mère, pour comprendre les enjeux de la relation d'accompagnement. Que ce soit une relation à l'autre par le soin, par l'animation ou par l'éducation, ce qui est premier, bien sûr, c'est la relation qui s'instaure entre deux personnes. Alors le besoin, ça renvoie à un manque vital qui est nécessaire à la survie. Chez Freud, c'est un déséquilibre physiologique qui crée une tension interne dans l'organisme. Le bébé, qui est totalement dépendant à la naissance, manifestera par des cris, des gigotements, un inconfort, une douleur, qui constituera ce que la mère décodera comme étant une demande, c'est-à-dire la manifestation du besoin. Son rôle à cette mère, dans cette relation, ce sera de répondre aux besoins du bébé, d'abord sans retard ni précipitation, nous dit Winnicott, car le bébé, dans les premiers moments de la vie, n'a pas la capacité psychique, n'a pas la maturation biologique ni physique nécessaire pour attendre. Il ne peut pas attendre la réponse. Donc une fois le besoin assouvi, la tension interne va disparaître, et ce, bien sûr, jusqu'à ce qu'une prochaine se manifeste. Et les besoins vont se manifester ainsi tout au long de notre vie. Alors, je ne vais pas faire référence aux 14 besoins de Virginia Anderson ni à la pyramide de Maslow. Je vais même plutôt en prendre un peu le contre-pied. Je vais m'appuyer sur ce que dit Jérôme Pellissier. Il nous dit que pour l'animal vivant que nous sommes, bien sûr, il nous faut de l'eau, de la nourriture, de l'oxygène. Pour l'animal humain vivant que nous sommes, eh bien, nous avons des manières spécifiquement humaines de nous nourrir, d'entrer en lien avec nos congénères, de nous habiller, de nous occuper. Et puis il nous dit que pour l'animal humain unique vivant que nous sommes, c'est-à-dire une personne, nous avons chacun des manières uniques de nous réaliser, de nous accomplir, de nous nourrir, de dormir, etc. Ainsi, chaque besoin, quel qu'il soit, a la même importance qu'un autre. Il ne peut y avoir de hiérarchie dans les besoins. Il y a simplement des besoins de nature différentes. Et c'est chacun, finalement, qui, en fonction des circonstances, donnera la priorité à tel ou tel besoin. Alors, le besoin se manifestant, eh bien, il va générer une envie. L'envie, ce sera finalement la rencontre entre
la manifestation du besoin et la quête de l'objet adapté, qui va répondre aux besoins. L'envie, finalement, portera donc sur l'objet de satisfaction du besoin. C'est le moyen qui va permettre de combler le besoin. Et là, la culture, la société de consommation nous propose tout un tas d'objets, tout un tas de produits qui avivent nos envies, parfois bien loin de nos réels besoins. Enfin, le désir, il va apparaître dans l'espace qui se crée entre la demande liée à un besoin et la réponse à cette demande. Donc, pour se manifester, le désir, il a besoin d'espace. Le désir, il va s'inscrire dans le temps du manque, c'est-à-dire ce laps de temps où la demande a été formulée et où la réponse n'est pas encore arrivée. Alors, puisque le nourrisson, on l'a vu tout à l'heure, ne peut pas psychiquement attendre la réponse, alors la réponse de la mère est quasi instantanée, et c'est bien dans ce quasi, elle n'est pas instantanée. Bien sûr, il y a toujours un léger décalage entre la demande du nourrisson et la réponse que la mère va apporter. Et donc, au fur et à mesure que le bébé grandit, eh bien, il sera en mesure de supporter un peu plus l'attente. Et c'est justement dans cette attente, dans cet espace, que Winnicott nomme espace intermédiaire ou encore espace potentiel, entre la manifestation du besoin et sa satisfaction, que le désir se construit. Il se construit grâce à ce qu'apporte le bébé à travers ses ébauches de ressenti, de perception, ses cris, ses gazouillis, qui ensuite vont devenir de vraies représentations. Et il se construit aussi grâce à ce qu'apporte la mère à travers les échanges qu'elle met en place avec son nourrisson. Ce peut être des mots, des mélodies, sa voix, son timbre de voix, etc. Tous ces éléments qui constituent ce que Winnicott nomme des objets transitionnels, qui servent de transition entre deux états et qui habitent en quelque sorte cet espace transitionnel, cet espace intermédiaire. Donc cet espace intermédiaire, il naît d'une co-construction entre le bébé qui apporte ses éléments et la mère qui apporte les siens. Le désir est donc du côté du rêve, il est du côté de l'imaginaire, il est du côté du fantasme, c'est l'histoire que l'on convoque, que l'on réactive, c'est aussi la réminiscence de l'éprouvé imaginé autour du besoin, des conditions de sa satisfaction et de sa satisfaction elle-même. Alors, à la naissance, c'est la toute première fois que le bébé va crier. Il crie parce qu'il aura faim, par exemple. On dira que c'est la seule et unique fois où le besoin est pur, c'est-à-dire dénué d'envie et de désir. Il crie, donc sa mère va le prendre contre elle, et à la tétée sera donc associé tout un contexte. Les bras de sa mère, sa chaleur, la douceur, les paroles, la présence du père, les baisers, la manière qu'elle va avoir de le porter, de lui faire des caresses, etc. Ce contexte qui apporte le soutien, c'est-à-dire l'étayage nécessaire pour que ce bébé se sente en sécurité affective, psychique et physique, afin qu'il construise progressivement son humanité. Donc ça, c'est ce que Winnicott appelle un environnement suffisamment bon, c'est tout ce contexte qui accompagne la réponse, constitue donc déjà pour une part des éléments qui s'inscrivent dans cet espace intermédiaire et qui accompagnent et sont associés à la réponse aux besoins. Ainsi, la deuxième fois que le bébé manifestera par des cris le besoin de se nourrir, eh bien, il le fera bien sûr parce qu'il a faim, mais aussi pour tout le reste. Dès lors, besoins, envies, désirs sont indissociables, sont intriqués les uns dans les autres. Ainsi, chaque demande est tout autant une demande qui va être liée à un besoin, mais aussi à l'objet qui va combler le besoin, au contexte dans lequel cet objet viendra combler le besoin, et à tout l'imaginaire et à ses éprouvés que chacun construit autour de cette demande et de sa satisfaction. Donc, de fait, la complexité dans le décodage de la demande, elle naît de cette imbrication entre besoin, envie et désir. Car la demande exprimée de manger, par exemple, peut être la manifestation d'un désir inconscient de ne pas vouloir rester seul. Le besoin, parfois mal identifié, fait que la personne elle-même formule une demande qui ne correspond pas, partiellement ou totalement, aux besoins et entraîne souvent une réponse insatisfaisante. Cette réponse insatisfaisante pourra bien sûr être une source de déclenchement de ressentis désagréables, comme de la frustration, de l'angoisse, de l'anxiété.
Alors, dès la naissance et du fait de sa néothénie, chaque être humain est plongé dans l'altérité. Sa totale dépendance fait que le nourrisson a besoin d'un autre pour lui permettre de vivre, de se développer, de s'épanouir. Et dans la relation au nourrisson, la mère va avoir un rôle de traduction, de transformation. C'est ce qu'un auteur, Bion, appelle la fonction alpha. Elle va devoir traduire à la demande initiale, qui est porteuse de tension, d'anxiété, de peur, d'angoisse. Ça, ce sont des éléments bêta, que Bion appelle les éléments bêta. Et donc la mère va prendre ces éléments qu'elle reçoit, qui sont projetés sur elle, et puis elle va les transformer de sa fonction alpha, elle va les transformer en éléments alpha, nous dit Bion, c'est-à-dire des éléments qui vont, dans un contexte rassurant, permettre au bébé de construire progressivement son humanité, c'est-à-dire de grandir, apprendre les codes sociaux de sa culture, les interdits, pour apprendre finalement à vivre ensemble en société. Et donc ce sont ces capacités d'élaboration de la mère qui vont constituer finalement, par le retour qu'elle en fait, un baume, on pourrait dire un baume humanisant. Bien sûr que la fonction de cette mère nécessite aussi qu'elle soit capable de recevoir toute cette tension, parce qu'il y en a beaucoup, et selon son état de fatigue, de disponibilité, elle sera elle aussi, plus ou moins en capacité de recevoir posément cette tension. Et donc, pour mener à bien cela, la mère, elle aussi, a besoin d'avoir un environnement suffisamment bon autour d'elle, qui prenne soin d'elle pour qu'elle soit aussi disponible à cette tâche-là. Alors, dans la relation d'accompagnement de personnes âgées dépendantes où est fragilisé, l'autre, l'accompagnant, l'animateur, l'infirmier, le médecin, l'aide-soignant, aura également un rôle de traduction et de transformation de la demande provenant de la femme et de l'homme âgé, afin de lui permettre, bien sûr, non pas comme le nourrisson de construire son humanité, tout ça il l'a déjà fait et depuis bien longtemps, mais de continuer à se vivre comme une personne qui appartient encore et toujours à l'humanité, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Mais cela, bien sûr, nécessite du côté de l'accompagnant d'accepter de recevoir des demandes qui peuvent être tour à tour, on l'a vu, difficilement compréhensibles, voire totalement incompréhensibles, et qu'il faudra apprendre à décoder, comme la mère le fait au fur et à mesure qu'elle apprend à connaître son bébé. Et à ce moment-là, la question qui se pose, bien sûr, c'est quels sont les outils dont disposent les accompagnants pour pouvoir clarifier cette demande. Des demandes également qui peuvent être difficiles à entendre et qu'il faudra pouvoir recevoir. Et on voit que cette capacité, elle sera possible en fonction du propre état interne de l'accompagnant, parce que la demande est souvent accompagnée de tensions, et puis aussi des demandes difficiles à combler, difficiles à assouvir. La réalité est bien souvent décevante par rapport à l'imaginaire. Et donc, il est toujours très difficile d'égaler le fantasme et le désir quand on apporte une réponse ou quand on essaye d'apporter une réponse. Donc, on ne peut jamais totalement assouvir des désirs. Et puis en plus, ça pose une autre question, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus toujours souhaitable de combler totalement un désir, puisque pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait manque. C'est la source du désir. Alors, Gérard, en 2017, c'est un auteur qui a réalisé un travail de recherche en partant du constat suivant, en institution, que peu de résidents, et souvent les mêmes, participent aux activités d'animation, et ce, malgré une démultiplication du nombre d'activités proposées. Finalement, ce qui ressort de son étude, c'est le sens, c'est la question du sens. On peut démultiplier le nombre d'activités à foison et avoir une grande offre, mais si ce qui est proposé ne fait pas sens pour la personne, alors elle ne s'en saisira pas, et faire sens, en l'occurrence, c'est tenir compte des différentes modalités antérieures de vie de la personne. Il faut accompagner la construction, la reconstruction, la traduction du sens, reconstruire le sens de l'existence pour la femme et l'homme âgé en institution, et ce, d'autant plus qu'ils ne peuvent l'exprimer par les canaux habituels de la transmission pour certains. Et ce sens ne peut se retrouver, travailler que si on part des désirs de la personne, de ce qui l'a fait, de ce qui l'a constitué, de ce qui l'a ému tout au long de sa vie, de ce qu'elle a investi dans sa vie.
Là où cela se complique, c'est bien sûr, comme on l'a vu, lorsque la demande n'est pas claire, ou lorsqu'elle ne se manifeste pas, ou ne se voit pas. Lorsqu'une personne peut dire qu'elle n'a envie de rien, ou qu'elle a envie de mourir, elle dit quelque chose. Elle dit quelque chose, sauf qu'elle ne peut l'élaborer toute seule. Elle a besoin d'un autre pour pouvoir dépasser cela et s'appuyer sur pour reconstruire du sens. Donc la quantité d'activité n'a pas de sens, mais c'est la qualité du lien qui sera fait entre les désirs de la personne et leur réalisation. Donc travailler sur le désir avec la dimension fantasmatique de rêve permet de réfléchir à proposer les conditions de l'expression du vivant. Qu'est-ce qui peut permettre à chacun des hommes et des femmes en institution, avec leur individualité, de continuer à être vivants, c'est-à-dire des hommes et des femmes de désir. Pour terminer, donc, je dirais que la question est bien celle du désir. Comment l'animation et l'animateur peuvent-ils être le support de l'expression du désir et l'accompagner? Comment, dans des lieux contraints et contraignants, on peut proposer des espaces intermédiaires, co-construits au sens winnicottien du terme, où l'expression de l'imaginaire, du rêve, du désir a sa place? Pour permettre aux personnes âgées donc, de continuer à s'exprimer et à se vivre, les professionnels, bien sûr, doivent continuer à être spécifiquement formés à la relation d'accompagnement dans sa fonction de traduction, de transformation et d'élaboration. Et l'institution doit aussi, bien sûr, prendre soin de ces professionnels pour qu'eux aussi puissent être dans un environnement sécurisé et apporter toute leur sécurité aussi aux personnes qu'ils accompagnent. Je terminerai juste par quelques phrases de Françoise Dolto qui dit « Ce qui est important chez un être humain, c'est ce qui le fait vibrer, ce qui l'intéresse, ce qui l'émeut, c'est ce qui ne se voit pas, mais qui le fait vivre et donne sens à sa vie. C'est cela qui doit être dit aux enfants, à tous, comme le plus important dans leur personnalité. » Voilà, je vous remercie.